La charte du Liptako Gourma, qui avait été remise au goût du jour le 16 septembre 2023, souffle sur une bougie un an plus tard. Quel est le bilan de cette alliance des États du Sahel qui est née à ce jour? Un an plus tard, quelles sont les projections à faire avec cette alliance du Sahel? Le bilan est-il réluisant ou encore mitigé? Eh bien, on en parlera avec notre invité André-Christelle Fanga, que nous allons accueillir dans quelques minutes seulement. Dans le cadre de cette émission, nous reviendrons également sur les différentes collaborations entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans le but de sécuriser la région du Sahel. Merci à vous d'être avec nous, André-Christelle Fanga. Je rappelle, vous êtes directeur de publication mais aussi analyste, un habitué des plateaux et studios de For You Media Africa, radio et télévision. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Madone Bégoudé, c'est un plaisir d'être dans vos studios. Bonsoir à la partie technique, ou dites souvent technico-artistique. Effectivement. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied à For You Media Africa pour justement relever, n'est-ce pas, les défis qui sont au-devant de nous, journalistes, techniciens, caméramen et j'en passe, sécurité et tout le reste là. Sentez-vous salués, sentez-vous encouragés parce que nous voyons la détermination de cette jeunesse, n'est-ce pas, africaine qui est décidée à redorer le blason, de relever les défis de l'heure et surtout à son promoteur. Beaucoup de courage au promoteur de For You Media, n'est-ce pas, qui est la personne de Serge Espoir Matomba, qui, en dehors d'être opérateur économique, est un homme politique, donc qui est aussi dans cette dynamique-là, en dehors d'investir dans les affaires, s'investit aussi en politique pour justement montrer la voie à beaucoup de jeunes, à leur faire croire que non, c'est possible dans ce pays, c'est possible en Afrique et c'est possible dans le reste du monde de réussir dans tous les secteurs de la société. Donc, bonsoir à toutes ces personnes que j'aime bien et qui ont formé la fangatisation, qui ont formé, n'est-ce pas, les différents éléments, n'est-ce pas, de cette émission extrêmement suivie, n'est-ce Ok. pas, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur les plateformes, que ça soit, n'est-ce pas, en direct ou, n'est-ce pas, sur la radio et à la télévision Oui. et tout le reste là. Donc, vraiment, je les salue. Sachez que je les aime de tout cœur et continuez à nous encourager dans ce sens-là pour que nous puissions atteindre les objectifs. Vous n'avez oublié personne dans la fanbase? Oh non. D'accord. André-Christelle Fanga, merci d'être là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On démarre les échanges juste après cette transition. La charte du Liptako Gourma, elle avait été ratifiée alors que des périodes de braise se faisaient sentir entre la CEDEAO et les trois pays du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'on s'en souvient comme si c'était hier, André-Christelle Fanga, au lendemain du renversement de Mohamed Bazoum. Tout a basculé, André-Christelle. Est-ce qu'on peut dire finalement que le déclic a été le changement politique du côté du Niger? Le déclic a été finalement les transformations au niveau du Niger, les différentes actions qui ont été menées également contre cet État du Sahel. Quel Niger? Madame, je pense que à chaque chose, à chaque temps, l'histoire s'écrit. Elle peut balbutier, elle peut avoir des atermoiements, mais elle finit toujours par arriver au niveau où elle devait arriver. Et l'histoire se répète toujours. L'histoire se répète parce que ceux qui ont formé la CEDEAO, n'est-ce pas, avaient un projet de réunir les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Ces peuples-là ont décidé, et il y a eu une poignée de personnes qui ont cru à un projet et ils se sont mis ensemble et les autres se sont ajoutés dans ce projet-là. C'est la même chose que je voudrais dire avec la charte de Liptako Gourma, qui est la génitrice, n'est-ce pas, de aujourd'hui l'État confédéral. C'est cette charte qui a amené, n'est-ce pas, les peuples sahéliens
de se mettre ensemble pour justement défendre leur cause. Et comme vous avez posé la question de savoir est-ce que c'est le dernier mouvement produit au Niger. Quand on parle du dernier mouvement, vous avez bien rappelé le renversement de Bazoum, toutes ces actions qui ont été menées et l'engagement malsain de la CEDEAO, pas la CEDEAO des peuples, de la CEDEAO institutionnelle, qui voulait absolument aller réinstaller M. Bazoum au pouvoir sous, on le sait sur quel prétexte. Mais nous savons tous qu'en réalité, Bazoum était un pion de l'Occident, était un agent de l'impérialisme installé, n'est-ce pas, par ces impérialistes-là au niveau du Niger. Et donc, le renversement de Bazoum, c'était comme la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Il fallait absolument arrêter le vent de la révolution, de cette évolution, de cette révolution qui se produit en Afrique de l'Ouest. Et donc, ça a plutôt renforcé, donné davantage du tonus, plutôt donné de l'avantage, ça a plutôt donné, n'est-ce pas, la force, n'est-ce pas, aux deux autres États qui étaient déjà passés, n'est-ce pas, dans ce processus-là de révolution, n'est-ce pas, de mise à l'écart, n'est-ce pas, de la rupture de l'ordre colonial, comme j'aime bien l'appeler, n'est-ce pas, que ça soit au Mali, que ça soit au Burkina Faso. Et donc, le troisième étant arrivé, c'est-à-dire le Niger, l'État nigérien, les autorités de transition du Niger étant arrivées dans la même logique, avec la même pensée, avec la même option, alors ils se sont rapidement mis ensemble. Et donc, les événements aidant, vous savez que les Saintes Écritures disent que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont rappelés selon ses desseins. Et donc, les événements qui se sont produits au Niger ont concouru au bien, n'est-ce pas, des peuples sahéliens. Et donc, cet engagement malsain de la CEDEAO de vouloir absolument mettre en mal les autorités de transition, n'est-ce pas, au Niger, en voulant dire qu'il fallait rétablir l'ordre, je ne sais pas quel ordre, parce que je ne vais pas appeler ça ordre constitutionnel. Parce que si c'était véritablement les ordres constitutionnels qu'on respectait, M. Ouattara serait déjà chassé du pouvoir depuis longtemps. Ou bien l'ONU aurait déjà débarqué des hommes pour venir chasser, ou bien la CEDEAO s'était déjà réunie pour dire stop à M. Ouattara, parce que M. Ouattara lui-même est arrivé au pouvoir par des armes, et par des assassinats, et par la rupture, par le viol de la Constitution à plusieurs reprises. Donc, vous voyez que ce n'était pas simplement pour rétablir le soi-disant ordre constitutionnel, mais c'était pour leurs intérêts. Ça a plutôt servi justement, ces différents événements ont plutôt servi de carburant, n'est-ce pas, à ces peuples-là qui ont décidé de se mettre ensemble pour former la charte du Liftako Gourma. Donc, nous sommes tous d'accord que ces événements, le dernier venu, n'est-ce pas, dans la révolution, c'est-à-dire le Niger, et tous les événements que la CEDEAO a programmés contre le Niger, c'est-à-dire fermeture des frontières, embargo à gauche, ceci et cela, a plutôt donné du tonus, n'est-ce pas, à ces différents États-là pour qu'ils se mettent ensemble et qu'ils produisent les résultats que nous avons aujourd'hui. Merci à vous André Christelle Fonga. Alors le 16 septembre 2023, trois États se réunissaient ensemble et redonnaient vie à la charte du Liptako Gourma qui, on le rappelle, a plusieurs soixantaines d'années déjà aujourd'hui. L'émission de cette charte, André Christelle, était de mettre sur pied une approche commune dans la lutte contre le terrorisme qui sévit évidemment dans le Sahel, ainsi que la stimulation économique de la région et la recherche de partenariats qui pourraient soutenir les pays dans la souveraineté véritable de ces différents États. Rendu 365 jours plus tard, avez-vous l'impression que ces différentes missions cadrent totalement avec le bilan actuel de cette AES? Alors, Madame, on ne peut pas juger, n'est-ce pas, des pays en guerre. Ok. Des pays, parce que nous sommes réellement en guerre au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Ils sont en guerre. Nous sommes en guerre. Et cette guerre de haute intensité est déjà en basse, n'est-ce pas, en sous-bassement. Elle est déjà en train de se produire au niveau du Sahel et un peu dans d'autres États aussi, de manière peut-être plus douce. La théorie du chaos lent, n'est-ce pas, en train de se produire. Vous savez, la théorie du chaos lent, c'est justement créer des petits foyers de tension à gauche, à droite et tout le reste. Et donc, ça vous siphonne votre économie, ça siphonne votre paix, ça siphonne votre stabilité. Et donc, vous devenez des États ingouvernables. Donc,
aujourd'hui, ces États-là sont toujours en guerre, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont toujours en guerre contre le terrorisme et tout le reste. Et donc, nous ne pouvons pas véritablement faire un bilan aujourd'hui. Un bilan, n'est-ce pas, 365 jours après. Faire un bilan pour dire que voici telle chose a réussi, telle chose n'a pas encore réussi. Et je pense que politiquement... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments de jugement au sein de l'AES, il n'y a pas d'éléments pour situer les avancées des pays de l'AES aujourd'hui, réunis d'ailleurs en confédération depuis le 6 juillet dernier. Madame, pourquoi j'évite, n'est-ce pas, de faire parler de bilan, Parce que la charte de l'Iftako Gourma a dans ses... vous appelez ça quoi, les énoncés, n'est-ce pas, de cette charte sont clairs. C'est la mise, n'est-ce pas, par exemple, en place, n'est-ce pas, d'une stratégie commune de lutte contre le terrorisme et le djihadisme. Bon, quelques réunions à gauche, à droite, quelques, n'est-ce pas, ententes, mais même jusque-là, ce n'est pas encore véritablement ça. C'est pour ça que je veux rester prudent pour ne pas faire un bilan direct. Parce qu'il y a encore des soubresauts. Il y a encore des choses encore. Alors le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé. Ça, il faut le dire clairement. Le bilan est encore mitigé. Okay. Par exemple, il n'y a pas un centre de commandement par exemple, unique du Liftako Gourma, c'est-à-dire de cet état du Sahel. C'est-à-dire où on prend, si on décide, n'est-ce pas, de lutter contre le terrorisme ensemble, ça veut dire qu'on crée une unité de forces qui défendent au Mali, qui défendent au Niger et qui défendent, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Ce n'est pas encore visible, mais vous voyez que c'est au travers des communiqués, c'est au travers, n'est-ce pas, de certains échanges. Il y a pourtant une force unifiée du Sahel qui existe déjà, en tout cas celle qui est rattachée à l'AES. Elle a été rendue officielle en mars 2024, par exemple, à Niamey. Vous lui reprochez d'être encore embryonnaire? Embryonnaire, c'est justement tout ce que la charte du Liftako Gourma a concocté aujourd'hui est encore embryonnaire, n'a pas encore produit, n'est-ce pas, véritablement des fruits escomptés. Et ce n'est que normal qu'en un an, nous puissions déjà commencer à faire le bilan, surtout pour des États qui sont en guerre. Et qui, hier, n'étaient pas gouvernés, il faut le dire clairement, parce que le Mali n'était pas gouverné. Avant Mbandao et Ndiaye, qui était au pouvoir, n'est-ce pas, il y avait M. Ibeka, qui était quasiment le laquais de la France, qui était le laquais des impérialistes. Vous allez au Niger, vous avez M. Bazoum. Avant Bazoum, il y a eu Mamadou Issoufou, qui était des laquais, n'est-ce pas, de l'Occident. Donc, vous allez au Burkina Faso, vous allez retrouver que Damiba est arrivé, mais qui était toujours un laquais de l'Occident, qui était militaire, mais qui travaillait plutôt pour, n'est-ce pas, le bien-être de l'Occident. Avant lui, il y a eu Rochemache Kaboré, et sans compter la très longue durée au pouvoir de M. Blaise Compaoré, n'est-ce pas? Donc, quand je cite toutes ces figures-là, c'est pour vous démontrer que la tâche ne peut pas être aussi facile. Parce que vous avez une administration qui a été formée par ces gens. Quand Blaise Compaoré fait 25 ans de pouvoir, Rochemache Kaboré arrive, il est presque dans la continuité. Damiba arrive encore, c'est presque la continuité. Donc, vous voyez que le capitaine Ibrahim Traoré, il faut être garçon pour véritablement tenir jusqu'à ce moment-ci. Vous voyez un peu. Il faut être Assimi Goïta pour tenir jusqu'à ce moment-ci. Il faut être véritablement le général Tiani pour tenir avec des gros intérêts. Parce que quand vous regardez, par exemple, on va au Niger, vous avez Areva qui exploite l'uranium, qui a exploité l'uranium pendant des décennies et qui a formé la plupart de l'élite, n'est-ce pas, qui a financé la plupart des acteurs politiques du Niger. C'est-à-dire
ils tous faisaient du bec à bec, n'est-ce pas, chez Areva. C'est Areva qui décidait de qui doit être président et qui ne doit pas l'être. Et c'est Areva qui décidait de la réforme, n'est-ce pas, parfois de certaines mesures au niveau étatique, au niveau du Niger. Parce qu'il fallait absolument laisser carte blanche à Areva, ou bien ancien, qui est maintenant Orano, n'est-ce pas, carte blanche d'exploiter l'uranium comme ils veulent, comme ils l'entendent. Donc vous avez, n'est-ce pas, aujourd'hui des forces réfractaires à la révolution, des forces, n'est-ce pas, qui étaient moulées dans le moule de la corruption, de l'impérialisme, qui étaient moulées, n'est-ce pas, au système france-africain, qui justement dominait. Quand vous allez toujours continuer si on continue à chercher, vous allez retrouver que même des acteurs politiques, tous sont fabriqués, n'est-ce pas, par la politique française, par la politique capitaliste occidentale. Donc, vous voyez que détruit tout un système, n'est-ce pas, qui était on va dire presque 20 ans, 30 ans, 40 ans, n'est-ce pas, sous la gouvernance, sous la coupole, n'est-ce pas, de la métropole, c'est-à-dire la métropole française, qui était sous coupe réglée de la France, et venir en un an, vouloir remettre tout à plat. Parce que là, je ne parle pas de l'arrivée au pouvoir des autres, de chacun. C'est-à-dire Assimi Goïta qui est arrivé au pouvoir, n'est-ce pas, il y a de cela, je crois, 2 ans et demi, aujourd'hui 3 ans. L'autre qui, ça fait 1 an seulement, 1 an et demi. Tchani, peut-être Ibrahim Traoré, 2 ans autre. Donc, vous voyez que ils ont tellement du travail et ils se mettent en place, ils décident de mettre une charte, ils décident de faire beaucoup de choses ensemble. Ce n'est pas facile avec les rouleaux d'étranglement qui existent, n'est-ce pas, dans ces différents pays. Et donc, il faut, et sans compter que la lutte, les djihadistes terroristes, le terrorisme a encore s'est amplifié. Eh bien, justement, j'allais le dire, André Christelle Fanga, vous m'ôtez les mots de la bouche. Depuis la création de cette alliance des États du Sahel, eh bien, on a vu la recrudescence des attaques terroristes sur les territoires maliens et nigériens. Est-ce un message à passer à ces différents gouvernants, histoire de faire comprendre que la force revient toujours aux terroristes parce que soutenus? Écoutez, les terroristes ne sont pas soutenus. Les vrais terroristes, c'est l'armée française, c'est l'armée américaine, c'est eux les vrais terroristes. Parce que, pourquoi c'est quand ces armées quittent le territoire, soi-disant officiellement, vous savez, la théorie, n'est-ce pas, de la terre brûlée, la théorie du pompier pyromane, n'est-ce pas? Le pompier pyromane fait quoi? Il met le feu et il court maintenant pour venir éteindre. Et donc pour que vous ayez une facture à payer. C'est ce que la France et les Occidentaux ont longtemps utilisé dans le Sahel. Avec soi-disant le feu appelé terrorisme. C'est eux qui ont formé le terrorisme. C'est eux qui les ont installés, n'est-ce pas, dans les différents pays. Ces terroristes-là sont des Français, sont des Américains, sont des Anglais, sont des Belges, sont tous ceux qui font partie de l'impérialisme. Parce que c'est eux qui veulent que le Sahel ne puisse pas avoir la paix, ne puisse pas avoir la stabilité. Donc ces différents États sont les vrais terroristes. Ceux dont vous parlez aujourd'hui, la recrudescence, sont ceux dont ils ont formé, n'est-ce pas, et envoyé en avant-poste. Donc c'est simplement des soldats d'un autre genre de la France et des États-Unis. En fait, des otaniens. Il faut le dire clairement. C'est djihadisme, terrorisme qui sévit au Sahel aujourd'hui ne sont que des forces otaniennes qui sévissent. Donc, ça n'a rien à voir avec un quelconque soutien. Non, soutien, ça veut dire qu'il y a un groupe, n'est-ce pas, à part et qui commande ou bien qui achète un soutien extérieur. C'est un même groupe qui travaille, n'est-ce pas, ensemble pour déstabiliser le Sahel. C'est-à-dire, ceux qui sont sur le terrain, soi-disant terroristes, c'est des Américains, c'est des Français, c'est les Anglais et quelques laquais locaux qu'ils ont formés pour justement
déstabiliser les États du Sahel. Donc, quand je le dis, c'est pour simplement dire que vous ne pouvez pas demander, n'est-ce pas, des comptes aujourd'hui, n'est-ce pas, aux États du Sahel, du Liftako-Gourma, de la charte de Liftako-Gourma aujourd'hui. On ne peut pas les demander les comptes alors que les chiens enragés, n'est-ce pas, de l'impérialisme se sont ligués contre ces différents pays-là. Et donc, que ça c'est seulement dans le domaine de la guerre directe, c'est-à-dire les terroristes djihadistes, ça c'est direct. Maintenant, vous ne connaissez pas dans les couloirs ce qui est en train d'être mené pour justement déstabiliser ces États-là, parce que économiquement, ils sont déstabilisés, parce que continuant à utiliser la monnaie de singe appelée le franc CFA. Donc, vous voyez que économiquement, ils sont justement en train d'être... D'ailleurs, on a rompu la plupart des financements, que ce soit Banque mondiale, FMI et tout le reste là, en fait des conclusions financières, n'est-ce pas, qui servaient à financer certains projets. Mais vous voyez que s'adapter à un nouveau système n'est pas du tout facile. Parce que maintenant, même pour acheter des armes, il faut trouver des moyens, n'est-ce pas, pour acheter des armes, pour ne pas acheter en francs CFA. Et là, les gens verront pourquoi, n'est-ce pas, des États comme le Zimbabwe ont décidé, par exemple, de faire le ZIC, c'est-à-dire le Zimbabwe Gold, c'est-à-dire à partir de leur monnaie qui est basée sur l'or, n'est-ce pas, ils peuvent acheter où ils veulent, comme ils veulent, parce que la plupart des États du monde aujourd'hui, la monnaie la plus valable, c'est l'or. Vous voyez un peu, quand une monnaie est adossée sur l'or du pays, elle a plus de valeur. Donc, vous comprenez que c'est aussi un autre goulot d'étranglement appelé le franc CFA. Et maintenant, il faut trouver des mécanismes pour essayer de sortir, n'est-ce pas, de tous ces différents rouleaux d'étranglement, n'est-ce pas, qui ont été mis en place pour justement déstabiliser ces différents États-là aujourd'hui. Et donc, nous ne pouvons pas véritablement faire un bilan, n'est-ce pas, complet par rapport. Mais il y a des avancées. Il y a des décisions, il y a des actions. La récupération de Kidal, vous ne la mettez pas au compte de l'armée conjointe des États de l'AES? Écoutez, s'il faut mettre ça en compte, n'est-ce pas, on n'a pas vu, n'est-ce pas, une vraie coalition se mettre en place. Vous voyez un peu. Nous avons vu, par exemple, l'armée malienne accompagner des forces, n'est-ce pas, comment on appelle, les instructeurs russes. Bon, pas les instructeurs russes, Wagner. Les instructeurs russes. Wagner. Vous savez que Wagner, c'est un mot qui choque un peu les Occidentaux. Ils n'aiment pas entendre ça. Ils appellent Wagner de tous les noms. Donc, les instructeurs russes ont fait un travail, n'est-ce pas, conjointement avec l'armée malienne, avec quand même, n'est-ce pas, l'appui de quelques, n'est-ce pas, soldats venus surtout du Burkina Faso. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, quand nous regardons la récupération de Kidal, ça a été véritablement une action typiquement malienne accompagnée de son partenaire russe. Et donc, les résultats aujourd'hui ne sont pas à mettre véritablement dans la charte du Liftako-Gourma. Donc, je pense qu'il y a du travail. Et que comme ils ont décidé d'être ensemble, de créer déjà leur confédération, il faut qu'ils aillent maintenant à l'État fédéral. Parce que c'est l'État fédéral maintenant qui va permettre, n'est-ce pas, que chaque pays puisse abandonner certains droits. Parce que jusqu'à présent, il y a encore des réticences. Il y a encore, n'est-ce pas, par exemple, les frontières. Il y a encore les frontières. Il y a encore la monnaie. Il y a encore le gouvernement, il y a encore les ministres de chaque pays, il y a encore beaucoup de choses, vous voyez un peu. Alors que si ils décident, il y a encore un drapeau, chacun pays a son drapeau. C'est symbole étatique, vous voyez un peu. Alors que si on arrive à la fédération, vous voyez que beaucoup de choses vont changer. Et donc, je pense que c'est ça l'objectif de la charte. Est-ce qu'il ne faut pas du temps justement pour cette fédération, André Christelle Fanga? Ça a pris du temps pour penser à la confédération. On s'en souvient, c'était Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry par le passé, jusqu'à ce que le déclic, comme vous l'avez si bien expliqué à l'entente de cette émission, vienne finalement du Niger après les situations difficiles qui ont été vécues par ce pays. Est-ce qu'il ne faut pas un peu plus de temps pour les pays africains pour bien mettre sur pied cette confédération, ou alors vous estimez que l'Afrique n'a plus le temps d'attendre?
Je pense que le temps va tellement vite aujourd'hui. Les situations sont tellement créades qu'il faut des hommes de décision. Des hommes de décision, le reste, on verra après. C'est-à-dire comment ajuster, comment arranger, en fait, trouver les règles, trouver, n'est-ce pas, les lois, trouver tout ce qui peut encadrer les actions, encadrer, n'est-ce pas? Mais le plus urgent, c'est d'abord de mettre cette fédération en marche. Parce que si la fédération est en marche, d'ailleurs, nous ne serons pas les premiers. Il y a des États fédéraux qui existent déjà. Le Nigeria est un État fédéral. Plusieurs pays comme les États-Unis, il y a plusieurs pays qui sont des États fédéraux où des gens se sont mis ensemble. Vous voyez un peu, ont décidé d'abandonner, n'est-ce pas, leur entité, leur petite entité, n'est-ce pas, appelée pays ou État, pour entrer dans la fédération. Et donc, je pense que pour ceux qui veulent véritablement une Afrique unie, doivent véritablement travailler pour la fédération. Et je pense que les États du Sahel aujourd'hui sont cet embryon, n'est-ce pas, qui peut présager, n'est-ce pas, le futur de l'Afrique. Ce futur-là dont les hommes et les femmes, n'est-ce pas, peuvent vivre ensemble dans un continent appelé, je n'aime pas trop citer l'exemple, n'est-ce pas, des États-Unis, ou pour parler des États-Unis d'Afrique. Vous voyez un peu, vous parlez des États-Unis d'Amérique et on parle des États-Unis d'Afrique. C'est comme si c'était du copier-coller. Vous voyez un peu, on peut trouver un autre nom, on peut trouver autre chose, n'est-ce pas, pour parler de l'Afrique, de cette Afrique-là. Donc, Madame, je pense que le temps est court, il faut qu'on aille vite. Faisons les choses rapidement pour que nous puissions atteindre les objectifs. Que la confédération qui a duré pour naître ne fasse pas la même chose pour la fédération. Et d'ailleurs, j'ai suivi le Premier ministre Kelem de Tambela, maître Kelem de Tambela, n'est-ce pas, le Premier ministre du Burkina Faso, qui, justement, dans une tribune, expliquait et disait les avancées, n'est-ce pas, de ce qui a été fait au niveau du Sahel, et donc la mise en place de la confédération, et donc dans un proche, n'est-ce pas, que ça soit 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans ou 5 ans, la fédération doit peut-être naître. Mais je pense qu'on peut aller plus vite en créant des conditions, n'est-ce pas, pour que l'Afrique et les autres pays d'Afrique puissent suivre ce bel exemple-là et former véritablement cette unité africaine que nous désirons, c'est-à-dire l'unité politique, l'unité monétaire, l'unité, vous appelez ça quoi, l'unité culturelle, l'unité, en fait toutes les unités possibles pour justement être cette Afrique forte, puissante, où elle n'ira plus dans les sommets Chine, Afrique, Japon, Afrique, Corée du Sud. C'est Corée du Sud, non? Corée du Sud, Afrique. Pologne, Afrique. France, Afrique. Pourquoi pas Ukraine, Afrique? Là, ça sera alors l'une des plus grandes aberrations. Vraiment, c'est que le chef d'État qui ira là-bas, moi, j'irai à l'aéroport le lancer les cailloux. Merci André-Christelle Fanga. Alors au-delà du bilan, Monsieur Fanga, il y a également des ambitions, des projections, des perspectives du président en exercice de la Confédération de l'AES ou tout simplement de la Confédération entière, puisqu'il parle au nom de celle-ci. On ambitionne par exemple la création d'une banque d'investissement de l'AES et puis d'un fonds de stabilisation avec objectif principal de garantir une prospérité certaine et un développement effectif de la région du Sahel. De tels projets, André-Christelle, pensez-vous qu'ils sont ambitieux mais difficiles à implémenter? Non, c'est pas difficile à implémenter. C'est décisionnel, c'est politique? C'est décisionnel véritablement. Je pense que c'est parce que l'Occident sait que si ces pays-là ont un peu de paix, de stabilité, ça va aller très vite. C'est pour ça qu'ils les acculent avec le terrorisme, le djihadisme et les problèmes économiques et culturels et tout ça. Et médiatiques même à la limite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que les gens regardent véritablement la force qui se trouve, n'est-ce pas,
au niveau de de ces trois États. Cette force-là, c'est la capacité, n'est-ce pas, de se mettre ensemble et lutter et batailler pour le bien-être de leur espace. Et donc, s'il n'y avait pas ces rouleaux d'étranglement, n'est-ce pas, au niveau de l'AES, alors ce que vous citez là comme projet d'avenir serait déjà réalisé depuis longtemps. Et je pense que ça va se réaliser dans un court terme. J'ai foi à cela parce que c'est des hommes déterminés. C'est des gens qui ont compris la logique. C'est des gens qui ont mûri dans leur pensée. Et surtout que le peuple aussi a mûri et est prêt à accompagner, n'est-ce pas, cette révolution-là au niveau du Sahel. Merci André Christelle Fanga. Que prévoit ou alors que présage la seconde année des pays de l'AES réunis en confédération aujourd'hui? Lorsque vous regardez les premières pages, vous avez parlé d'un bilan mitigé. Lorsque vous regardez les premières pages, André Christelle Fanga, Assimi Goïta, président en exercice de cette confédération, le président également burkinabé Ibrahim Traoré, qui est dans une lancée d'avancées économiques et même sécuritaires, avec plusieurs projets, que ce soit sur le nucléaire ou tout ce qui va avec, et le Niger qui ambitionne sur le plan économique de redorer le blason de ses finances et de son économie, redonner une vie paisible aux Nigériens. Qu'est-ce que vous voyez? Comment est-ce que vous présagez les 365 prochains jours de la Confédération de l'AES? Il y aura un déclic. Il y aura un déclic. Comment? Lequel? Si la situation du Niger a créé un déclic, en abandonnant l'axe Ouagadougou, Bamako, la capitale de la Guinée-Conakry, chez le sergent-chef Mamadi Doumbouya, qui a été fait général, je ne sais pas par quelle alchimie. En tout cas, aujourd'hui, c'est le général. Le Niger est venu créer le déclic et véritablement, les choses sont allées très vite. Très vite parce qu'il faut vous rappeler que les actions posées, parce qu'on a dit oui, le bilan est mitigé. Oui, mais regardez les actions qui ont été posées par ces différentes personnalités, ces différentes transitions. Le chassement de la France, le chassement des États-Unis et des autres. Quelque chose d'incroyable. Quand on regardait le Niger, on ne pouvait pas s'attendre que le Niger allait justement chasser les Américains. Parce que la base militaire américaine d'Agadez est l'une des bases les plus importantes des États-Unis en matière de drones. Et donc, c'était une base extrêmement importante pour eux. Mais qu'un homme arrive et leur dit, monsieur, vous partez. Et qu'ils partent, malgré qu'ils ont déversé les soldats un peu de partout dans le Sahel, et c'est eux qui continuent à frapper, qui continuent à alimenter le terrorisme. Donc, ce n'est pas un problème. On va juguler ce petit dossier. C'est un petit dossier. Ça sera réglé. Et donc, je suis très d'accord avec le capitaine Ibrahim Traoré qui a dit nous devons nous apprêter pour une guerre de haute intensité. Et cette guerre de haute intensité est déjà en marche. Donc, pour simplement dire que quand vous regardez ces actions-là menées par ces différents chefs d'État, c'est-à-dire Assimi Goïta, le président Abdourahmane Tchani, le général Abdourahmane Tchani, le capitaine Ibrahim Traoré, quand vous regardez les actions menées par eux, nous pouvons dire que oui, véritablement, c'est des hommes. Aujourd'hui, vous avez cité par exemple des engagements de chaque personnalité dans son pays et tout le reste là. Mais je pense qu'il y aura un déclic qui va amener, n'est-ce pas, ces différents projets étatiques de chaque État, n'est-ce pas, de se mettre ensemble et de faire des projets d'envergure. Parce que au fur et à mesure que la CEDEAO met la pression, parce que la CEDEAO ne baisse pas les bras, vous avez vu par exemple la situation entre le Niger et le Bénin,
vous voyez, pour fermeture des frontières, le problème du c'est le gazoduc ou bien le holoduc, n'est-ce pas, qui, justement, pour la vente du pétrole du Niger, qui doit transiter par le port du Bénin. Et donc, vous voyez que ça cause de très grands problèmes. Maintenant, on commence à réfléchir de comment faire pour que on trouve des solutions. Donc, il y aura une situation qui va créer un déclic. Un déclic qui va justement mettre des projets intégrateurs, qui va emmener d'autres États. Parce que ce qui est sûr, d'ici les prochaines années, vous avez projeté dans un an. Comment je vois? Oui. Je suis en train de voir l'AES en train de grandir, d'autres États s'y ajouter. C'est une prophétie? Ben écoutez, je pense que la Côte d'Ivoire va s'ajouter. Parce que nous n'aurons plus le dictateur, n'est-ce pas, M. Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. D'ailleurs, le président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel a clairement dit dans son discours que l'AES était ouverte à qui veut bien rejoindre le groupe. Bien sûr. Donc, pour simplement dire qu'il y a des États qui vont rejoindre l'AES d'ici peu, je crois ça. Je crois que même au-delà de l'Afrique de l'Ouest, il y a des États qui peuvent rejoindre l'AES. Oui. Parce que l'AES peut devenir, n'est-ce pas, ce point, cet embryon, n'est-ce pas, cet arbre où on peut greffer les autres. Un État comme la République centrafricaine peut être greffé à l'AES. Le Tchad peut être greffé à l'AES, le Soudan peut être greffé à l'AES, la Libye et tout le reste là peuvent être greffés. D'ailleurs, vous avez vu une mission extrêmement importante, n'est-ce pas, libyenne, qui est justement allée, n'est-ce pas, à la rencontre de ces différentes personnalités de l'AES pour discuter, n'est-ce pas, de certains sujets extrêmement importants et dans une possibilité d'entrer dans cette alliance. Donc, vous voyez que ça sera un déclic comme ça, qui va amener, n'est-ce pas, peut-être, pourquoi même pas toute l'Afrique, d'ici 2025, devenir un État fédéral, devenir une unité, et que les autres, là, ils perdent, comment dire ça, le pays, ils deviennent un État fédéral. Et ça, c'est possible. Tout est possible parce que ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, c'est le monde, ça va vite. Vous voyez les tentatives d'assassinat de Donald Trump à plusieurs reprises. Oui. Vous voyez que des choses sont en train de se faire. La Russie qui continue, n'est-ce pas, à démontrer à la face du monde qu'elle est l'armée la plus puissante avec ses missiles hypersoniques et tout le reste. Et donc, vous voyez, et la France qui ne... des invertébrés, n'est-ce pas, qui ne cessent pas de dire du n'importe quoi. Quand je parle de la France, je parle de M. Emmanuel Macron, n'est-ce pas, de cette République des invertébrés, c'est-à-dire des hommes qui n'ont plus de colonne vertébrale, qui sont tous des femmelettes. Vous voyez un peu, le Premier ministre homosexuel, ministre des Affaires étrangères homosexuel, Macron. D'ailleurs, même Madame Le Pen l'a dit, hein, on est gouverné par des gens qui n'ont pas d'enfants. Vous voyez, quand vous avez une république où la plupart de ceux qui dirigent sont célibataires, alors là, célibataires sans enfants ou bien mariés avec des grands-mères sans enfants. Vous voyez un peu, sans qu'eux-mêmes n'ont fait d'enfants. Donc, vous voyez, ça devient problématique. Et donc, ce n'est que normal qu'on doit s'attendre, n'est-ce pas, à des catastrophes d'ici peu. Parce que, justement, ça peut aller vite parce que les États du monde qui craignent la Russie peuvent vouloir trouver un terrain facile, n'est-ce pas, pour les attaques contre la Russie, comme on a dit la dernière fois que c'est les mercenaires ukrainiens qui ont aidé les djihadistes terroristes, n'est-ce pas, au nord du Mali, alors que c'est faux. Vous voyez un peu, pour essayer de créer, n'est-ce pas, une confrontation sur le territoire africain entre l'Ukraine et la Russie. Parce que justement, ils se vengeaient sur les Maliens parce que les Maliens sont en partenariat avec la Russie. Donc, madame, tout peut arriver d'ici 2025. D'ici, nous sommes le 13, le 15, le 16. 16 septembre. Le 16 septembre, voilà. Nous sommes le 16 septembre, donc. Le 16 septembre 2025, tout peut arriver. Tout peut changer. Le monde peut basculer.
Et c'est possible. Et nous voyons déjà les germes, n'est-ce pas, de cette troisième guerre mondiale, de ce grand désordre qui est en train d'arriver à grands pas, parce qu'il y a une catégorie de personnes qui ne veulent pas la paix. Donc, je vois cette AES-là grandir et devenir une fédération puissante qui englobe plusieurs pays. Merci à vous, André-Christelle Fanga, pour votre point de vue sur cette question. Eh bien, nous allons prendre une courte transition. André-Christelle Fanga, on reviendra juste après. Ce sera pour parler de notre deuxième et dernière thématique à l'ordre du soir. Merci d'être avec nous sur For You Radio. Vous nous regardez également sur For You Télévision. Vous pouvez nous recevoir, nous écouter à travers nos différentes plateformes For You Media Africa sur Facebook et YouTube. André-Christelle Fanga, la communauté dite internationale, célèbre ce 16 septembre 2024 la démocratie dans toute sa splendeur. Cette démocratie qui a été léguée aux pays africains après les indépendance, cette démocratie qui aujourd'hui s'écorche à plusieurs renversements ci et là, à des transitions également par-ci par-là, mais aussi à des présidents dictateurs finalement. André-Christelle Fanga, la démocratie existe-t-elle dans son sens propre sur le territoire africain? Madame, petite perche. Je ne suis pas démocrate. Je savais bien. Je ne crois pas à la démocratie. Parce que pour une autre définition de la démocratie c'est le règne des démons. Ouais. Il faut le dire clairement. Parce que regardez ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui. Si ce ne sont pas des démons. Ceux qui soi-disant sont les défenseurs de la démocratie. Vous comprenez un peu, madame? On nous a appris que la démocratie, c'est la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. La gouvernance du peuple, par le peuple, pour le peuple, n'est-ce pas? Aujourd'hui, est-ce que c'est le peuple qui décide? Quand les gens décident, par exemple, de créer une maladie appelée Covid, et qui mettent les hommes et les femmes en prison. Qui mettent, n'est-ce pas, qui profitent pour assassiner les vieux et les vieillards. En fait, ils ont créé ça pour liquider leurs vieillards, qui leur coûtait déjà trop cher. Vous voyez que le monde entier devient, n'est-ce pas, est emprisonné grâce, n'est-ce pas, à ces gens-là. Quand vous avez des gens qui, soi-disant, sont des démocrates, peuvent aller faire la guerre en Afghanistan, en Irak, en Syrie, un peu de partout, sous le prétexte qu'ils sont défenseurs de la démocratie. Alors que les gens meurent, ont tué des personnes, où sont alors les droits humains? Où sont ceux qui... Parce que dans la démocratie, c'est la défense des droits humains, des droits de l'homme, des droits de beaucoup de choses. Droit à l'environnement, droit à la vie, droit à ceci. Mais quand les snipers français descendent sur Abidjan, mission punitive, accompagnés des chars onusiens, l'ONUCI, en Côte d'Ivoire, tuent des Ivoiriens, vous pensez que c'est la démocratie? Quand l'OTAN, par exemple, décide, n'est-ce pas, sur le fallacieux prétexte que le président, le guide libyen perd son âme, n'est-ce pas, massacre les populations de Benghazi. Alors, il décide de faire une résolution à l'OTAN et bombarde, n'est-ce pas, la Libye, qui était un pays stable, en paix, n'est-ce pas, qui vivait plus que... son PIB était plus élevé que plusieurs pays européens. Et donc, on a détruit, on a mis ce pays en lambeaux sous le prétexte que nous allons installer la démocratie. D'ailleurs, je me souviens, n'est-ce pas, de ce discours de M. Nicolas Sarkozy à France 24, RFI, en disant « Nous allons installer la démocratie en Libye, par tous les moyens. » Ça fait combien d'années il y a la démocratie en Libye? Ah, c'est la démocratie des armes et des bombes.
Bravo. Donc nous pouvons le féliciter. Monsieur Nicolas Sarkozy de Boxa, d'avoir installé la démocratie, n'est-ce pas, en Libye. Vous voyez, ça, je prends les pays africains, où, soi-disant, il y avait des dictateurs et que les Occidentaux ont décidé d'aller installer la démocratie. Omar el-Béchir est où? N'est-ce pas? Au Soudan. Le Soudan a été divisé. Le Soudan est en guerre jusqu'à présent. 2 généraux sont en train, soutenus par l'Occident, sont en train de s'aimer le chaos. Les hommes meurent. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Les traitements inhumains sont en train de se produire aujourd'hui. C'est toujours, mais c'est eux qui avaient dit qu'ils devaient mettre la démocratie. Omar el-Béchir était un dictateur, il fallait installer la démocratie. On l'a renversé. Aujourd'hui, on attend toujours la démocratie au Soudan. Donc, vous voyez qu'on peut prendre plusieurs États comme ça, où, soi-disant, les Occidentaux nous ont dit qu'ils veulent installer la démocratie. Mais finalement, la démocratie est un leurre. Et aujourd'hui, la démocratie, c'est la défense des droits, n'est-ce pas, des humains, les droits de penser. Aujourd'hui, on taxe les gens de homophobes. Homophobes. Ils ont même créé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les journées contre l'homophobie. Il y a même des fonds de soutien. Des fonds de soutien, en n'ont plus fini, à ces gens-là. Donc, vous voyez que l'homophobie, n'est-ce pas, c'est des gens qui sont contre l'homosexualité. Alors qu'eux, ils ont établi maintenant, comme nouveaux droits humains, transgenre, LGBTQI. Alors, plus. Alors, quand vous avez lesbiennes, gays, machin, tout ça, qu'il faut qu'ils vivent leur sexualité comme ils veulent, et veulent l'imposer aux États, surtout aux États africains. Nous nous rappelons la dernière fois que le FMI a voulu donner un peu de financement au Gabon. Ils ont imposé au Gabon de signer d'abord, n'est-ce pas, de légaliser le mariage pour tous. Est-ce qu'on doit appeler cette chose-là mariage? Il y a mariage entre 2 choses de nature différente. N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle mariage. Même dans... bon, s'il vous plaît, les Français, là, aidez-nous à mieux comprendre. C'est eux qui ont créé le français. Mariage, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est l'union de deux personnes différentes. D'un homme et une femme. C'est ça le mariage. Bon, ce qu'eux, ils veulent nous faire imposer là, que un homme et un homme, on doit aussi appeler ça mariage. Une femme et une femme, on doit appeler ça mariage. Donc, vraiment, qu'ils aillent chercher, qu'ils aillent créer un autre mot, comme ils ont créé le mot yel. Vous savez qu'ils ont ajouté dans le mot yel pour définir, pour ceux qui ne savent pas s'ils sont hommes ou femmes, que ils se posent la question encore sur son identité. Mais je me pose la question, est-ce que c'est un homme normal ou bien c'est un clown? Parce qu'un homme normal une personne connaît son identité. Donc, vous voyez que ça a déjà... on est dans la démocratie démentielle et démoniaque. Et c'est ça qui amène ce genre de comportement aujourd'hui où des hommes peuvent aller tuer des bébés, tuer des hommes, tuer des femmes, tuer des villages, tuer, n'est-ce pas, des villes, tuer des pays au nom, soi-disant, de la démocratie. Donc, vous voyez, tout ça ramassé, c'est pour dire que la démocratie est un leurre. La démocratie n'existe pas chez nous en Afrique. D'ailleurs, même partout dans le monde, la démocratie n'existe pas. Parce que même aux États-Unis, la démocratie n'existe pas. En France, la démocratie n'existe pas. Tous ces pays que nous voyons, il n'y a pas de démocratie parce que c'est un groupuscule de personnes qui gèrent le monde à leur guise, sans tenir compte des soi-disant concepts appelés démocratie, appelés capitalisme, appelés, je ne sais pas quoi, communisme, tout ce que vous voulez. C'est un groupuscule de personnes qui décident de la marche du monde. Et ces groupuscules de personnes ne sont pas des êtres humains. C'est des jupitériens, comme Macron. C'est des hommes qui n'ont rien à voir avec l'humanité. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que les non-humains veulent prendre en otage les humains. Les non-humains veulent prendre en otage les êtres humains. C'est pour ça qu'ils nous mettent dans un engrenage où il faut qu'on chosifie
l'être humain, qu'on n'ait plus de sentiments avec l'être humain, envers nous, les vrais hommes, hein, qu'on n'ait plus véritablement à constituer des vraies familles, parce que la famille, c'est un homme, une femme et les enfants. Bon, disons un homme et une femme. Les enfants sont un don de Dieu, parce que ça peut ne pas arriver que vous ayez des enfants, mais vous pouvez adopter, vous pouvez en faire. Bon, la casquette de pasteur aussi peut souvent prendre le dessus dans le débat. Bon, c'est pas grave. Ben, je dis, le plus grand combat aujourd'hui, soi-disant, de nous, les vrais Africains, c'est de préserver la race humaine. Et c'est ça le combat panafricaniste, c'est de préserver les êtres humains. Donc, la démocratie n'existe pas chez nous. Elle n'existe même pas dans le monde. Parce que c'est un concept creux qui n'est ni respecté par ceux qui l'ont inventé, qui l'ont imposé et qui continuent à l'imposer sur notre territoire africain. Merci à vous André Christelle Fanga. On va peut-être sortir par cette question. Eh bien, il y a ce qu'on a appelé la démocratie des peuples. Vous avez défini tout à l'heure, selon la définition qui a toujours été apprise à l'école du colon, la démocratie, c'est donc le pouvoir par le peuple, pour le peuple, et tout ce qui va avec. Au Mali, au Burkina Faso, par exemple, et puis au Niger, est-ce que vous avez l'impression qu'il s'agit d'une réelle démocratie? Je ne parlerai pas de démocratie là-bas. Quel nom est-ce que vous donneriez? Ben, écoutez, la révolution, la souveraineté, la vraie liberté. Il faut donc partir des concepts de démocratie pour embrasser totalement la révolution, la souveraineté, la gouvernance pour le peuple. Je pense que c'est les Occidentaux qui nous ont fait croire que la démocratie englobe tout ça. Alors que la révolution n'a rien à voir avec la démocratie. La démocratie telle que définie par l'Occident, imposée par l'Occident, ne vient pas pour le bien-être, n'apporte aucun bien-être. Parce que c'est la dictature de la minorité. La démocratie, c'est la dictature de la minorité. Oui. Prenons l'exemple. Pour qu'on dise que vous êtes un État démocratique, il faut organiser, soi-disant, les élections. Les élections, il y a combien souvent d'inscrits chez nous, la plupart du temps? C'est entre 7 millions, 8 millions d'inscrits. Au Cameroun, par exemple, nous sommes aujourd'hui, après le dernier recensement, nous mettait à 24 millions d'habitants. Ça, c'est officiel. Oui. Mais nous savons déjà que nous sommes à plus de 30 millions d'habitants aujourd'hui. Parce que Douala, cela a peut-être 7 millions d'habitants ou 8 millions d'habitants, presque 10. Donc, quand vous avez ça, quand vous avez des gens qui sont inscrits à 7 millions et qu'il n'y a que 3 millions de votants, et dans les 3 millions de votants, il y a ceux qui ont voté, n'est-ce pas, l'opposition et ceux qui ont voté le pouvoir. Oui. Et qu'un président sort de là, on dit qu'il est démocratiquement élu. C'est-à-dire avec, je repars encore en Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara a été élu à, soi-disant, à 1 million de voix. Vous voyez, dans un pays qui est à près de 26 millions d'habitants. Vous voyez que c'est une aberration. Donc, les 25 autres millions de Camerounais, Ivoiriens, qui n'ont pas voté là, vont être dirigés par celui qui a été élu par 1 million d'Ivoiriens. Donc, vous voyez que la démocratie n'apporte pas, c'est la dictature de la minorité. Et donc, aujourd'hui, nous devons véritablement comprendre que si nous voulons vivre la vraie démocratie, nous devons faire comme, j'ai dit vraie démocratie, vraie souveraineté, vraie liberté. Nous voulons véritablement être des États modernes, soi-disant, parce que le modernisme, je ne sais pas de quoi on parle là, modernisme, bon, je ne sais pas de quoi on parle là, mais parce que les gens nous ont dit, ils nous ont apporté la civilisation, ils nous ont apporté la modernité. Bon, aujourd'hui, qui sont les plus fous? Vous nous avez soi-disant civilisés, mais entre l'Occident et l'Afrique aujourd'hui, quel est le continent le plus fou? Le continent le plus fou, c'est le continent européen, c'est le continent occidental. N'est-ce pas? C'est les Occidentaux. C'est eux maintenant qui veulent marcher nus.
C'est eux maintenant qui veulent se marier entre eux, homme-homme, femme-femme. C'est eux qui veulent épouser les animaux. Vous voyez un peu? Et ils disent qu'ils nous ont amené la civilisation. C'est possible ça? Des gens qui n'ont plus de cerveau, où le taux de suicide est très élevé, où les gens ne se saluent pas, où il n'y a plus d'humanité en fait. Parce que dès que vous êtes dans votre baraque ou bien dans votre maison en Europe, vous faites un peu trop de bruit, on a déjà appelé la police et on vient vous arrêter. Où les relations de bon voisinage n'existent pas, où vous avez une vie où vous saluez quelqu'un dans la rue et vous porte plainte, il fait signe à un policier, on vous arrête parce que vous l'avez salué, parce que vous ne vous connaissez pas, c'est une agression. Donc vous voyez que vous avez des États comme ça qui sont devenus des États barbares et soi-disant des États modernes, où les gens ne dorment plus. Vous savez que des États comme New York, c'est éclairé de jour comme de nuit, et donc vous ne savez pas distinguer le jour et la nuit. Tout ça, c'est au même moment, c'est presque... les gens ne dorment pas. Donc, vous voyez que les hommes sont devenus plus animaux que ceux qui sont dans la forêt, soi-disant ceux qui étaient dans la forêt. C'est eux maintenant qui veulent même retourner à la forêt. Donc, madame, nous devons respecter les valeurs que nos aïeux nous ont léguées. Et ces valeurs-là ne sont pas dans la démocratie. Ces valeurs-là ne sont pas dans les concepts faits par l'Occident. Nous avons nos valeurs et ces valeurs-là, nous devons les garder. Expliquez-nous, madame, comment, par exemple, la polygamie peut être interdite en Europe et l'homosexualité célébrée. Vous ne voyez pas que ces deux contextes, n'est-ce pas, extrêmement dangereux? C'est quand même une grosse aberration. Comment l'inceste peut être célébré, n'est-ce pas, en Europe? Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui demandent, qui disent, OK, un père peut épouser sa fille, une mère peut épouser son fils, un frère et une sœur peuvent se marier. Vous voyez des États comme ça, des États délinquants. D'ailleurs, même il y a ceux qui se marient même avec leurs animaux de compagnie maintenant. Et donc, vous trouvez que c'est encore des soi-disant démocrates? Non, je ne pense pas que c'est les démocrates. Je ne pense pas que c'est la démocratie, ça. C'est l'animalité, c'est la bestialité, c'est En fait, c'est même la vraie démocratie parce que c'est le règne des démons. Merci André Christelle Fonga. La démocratie sous une autre forme en Afrique est-elle possible? Selon André Christelle Fonga, il n'est pas question de démocratie, mais plutôt de souveraineté et d'engagement politique de ceux qui nous gouvernent. Nous avons également parlé de l'AES avec cette première année de la signature de la charte du Liptako Gourma. Le bilan est mitigé selon vous, mais les projections sont bonnes, les perspectives sont très bonnes pour la Confédération de l'AES. Rendez-vous dans 365 jours pour revenir sur ce qui aura été fait durant l'année. On rappelle déjà que sur le plan sécuritaire, les trois pays fonctionnent, marchent et avancent sur la même voie et envisagent évidemment de se protéger les uns les autres. Sur le plan économique, ça va bon train. L'ambition de créer une banque d'investissement de l'AES, sortir du franc CFA et créer un fonds de stabilisation pour garantir la prospérité et le développement du Sahel. Merci à vous André Christelle, on se revoit très bientôt. C'est moi qui vous remercie pour cette confiance que vous me faites en étant invité à chaque fois à Regard panafricain. Et je voudrais davantage apprécier, n'est-ce pas, les téléspectateurs, vous appelez quoi, radio? Les auditeurs. Les auditeurs, les Facebookers, les YouTubeurs. Et tout ça qui font confiance en cette émission et qui nous suivent, n'est-ce pas, et qui commentent justement pour davantage donner des vues à cette émission. Donc, je suis un soldat, je suis à votre service et je serai disponible à chaque fois que vous m'inviterez. Merci André Christelle Fonga. On ne saurait ne pas remercier Calais qui est à la mise en onde et derrière les caméras à la partie technico-artistique. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et regardés. Restez en compagnie de nos programmes sur For You Radio car l'information et les émissions se poursuivent. Au revoir l'AES.